Cette fois-ci, dans le grand 4, la capacité calorifique des gaz parfaits, on va établir ce qui s'appelle la relation de Mayer, qui va nous permettre de donner directement la valeur de Cp et de Cv de notre gaz parfait. D'accord? Suivant les caractéristiques, on va dire microscopiques ou moléculaires qu'il aura. Donc on va commencer tout de suite par la formule de Mayer et ensuite on verra dans le petit 2 suivant donc l'expression de l'énergie interne avec la thermodynamique statistique. Alors, première chose à faire. Pour faire cette démonstration, vous avez H qui est égal à U plus P fois V. Et comme vous avez affaire à un gaz parfait, vous savez que H n'est fonction que de la température et que U n'est fonction que de la température. Et de plus, bien évidemment, vous avez PV qui est égal à nRT. On va regrouper tout ça. On va commencer par faire d rond H sur d rond T. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait d rond U sur d rond T. Non, mais ça, c'est un peu abusé. C'est pas abusé, mais on n'est pas obligé de mettre des d-ronds. Pourquoi? Parce que H est fonction que de la température. Donc les d-ronds vont très bien se transformer en d-droits. Plus d-ronds de PV sur d-ronds T. C'est pour ça aussi que je ne précise pas à volume constant ou à pression constante. Ça ne va pas changer grand-chose. Parce que ça va devenir des d-droits. Donc là, je pourrais mettre à pression constante. Là, je pourrais mettre à volume constant. Et puis là, peu importe en fait. Comme H n'est fonction que de la température, ça fait dH sur dt. Comme U n'est fonction que de la température, ça se transforme en d droit. Et d de PV sur dt, comme PV égale à nRT, ça fait plus nR. Et d de H sur dt, c'est Cp égale Cv plus nR. Conclusion, on vient de démontrer la relation de Mayer qui est Cp moins Cv égale nR. Alors c'est bien grand Cp et grand Cv. On pourrait aussi l'écrire petit Cp moins petit Cv égale R, avec petit Cp la capacité calorifique molaire et petit Cv la capacité calorifique molaire. Deuxième chose, c'est on pourrait maintenant, donc ça on va l'encadrer, c'est ça la relation de Mayer, c'est soit l'une soit l'autre comme vous voulez. Maintenant on va poser une constante. On pose gamma, une constante, qui est égale à Cp sur Cv. Alors je vais commencer, je vais noter d'abord grand Cp sur grand Cv, mais comme grand Cp c'est petit n fois petit Cp et que grand Cv c'est petit n fois petit Cv, eh bien ça correspond aussi à Cp sur Cv minuscule, c'est-à-dire molaire-molaire. Maintenant, on va arranger un petit peu cette expression et on va utiliser le fait que Cp égale gamma fois Cv. On va commencer à travailler avec les grandes valeurs. Donc on a Cp qui est égal à gamma fois Cv. Oui, mais Cp moins Cv, c'est égal à nR. Conclusion, gamma fois Cv moins Cv égale nR. Et donc Cv égale nR sur gamma moins 1. On pourrait recommencer exactement la même chose, ou alors plutôt en utilisant cette relation-là, Cp égale gamma fois Cv. Eh bien on pourrait, je vais le mettre là, avec Cp égale gamma fois Cv, eh bien on montre que grand Cp égale nR gamma sur gamma moins 1. Voilà. Donc la relation de Mayer, c'est celle-ci. Et cette relation de Mayer avec l'expression du gamma qui est ici va nous permettre de calculer directement ou de donner directement la valeur de Cv et directement la valeur de Cp sans aucune formule ou sans aucune valeur numérique. Petit 2, énergie interne et degré de liberté. La thermodynamique statistique, qui est un domaine de la thermodynamique assez compliqué, nous donne un théorème et va nous permettre de donner la valeur de l'énergie interne
et de donner les valeurs de gamma correspondant au gaz parfait. On va lire le théorème. C'est le théorème de l'équirépartition de l'énergie. Au cours des chocs, l'énergie cinétique microscopique d'un gaz parfait s'échange entre les différents degrés de liberté, de sorte que, en moyenne, l'énergie cinétique microscopique se répartit également entre tous les degrés de liberté. L'énergie cinétique moyenne d'un degré de liberté pour une mole est de 1,5 de RT. C'est ce qui est écrit. Donc pour un gaz parfait, la particularité c'est que son énergie interne, ça correspond à l'énergie cinétique microscopique parce qu'il n'y a pas d'énergie potentielle intérieure. Donc nous, qu'est-ce qu'on va avoir? L'énergie interne U, pour un gaz parfait, déjà, c'est fonction que de la température, ça d'accord, et ça correspond à l'énergie cinétique microscopique. Et on va commencer pour un gaz parfait monoatomique. Quelle est la particularité d'un gaz parfait monoatomique? Un gaz parfait monoatomique, si je veux faire un petit schéma ou un petit dessin, ça va être, comme exemple de gaz parfait monoatomique, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Bien du néon, de l'argon, enfin tous les gaz rares, ce sont des gaz parfaits donc monoatomiques, d'accord? D'hydrogène, ça marche pas. Hélium, ça marche, etc. Donc ça, ce sont des gaz parfaits monoatomiques. Et comme ce sont juste, on pourra faire des sphères ou des points, faire un gros point comme ceci, eh bien, on va essayer de dénombrer le nombre de degrés de liberté. Ça peut se déplacer suivant x, ça peut se déplacer suivant y, et ça peut aussi se déplacer suivant z. Déjà, ça peut se déplacer suivant 3 directions. Donc déjà, il y a 3 degrés de liberté. Ensuite, ça peut tourner sur lui-même, mais bon, tourner sur lui-même, un point qui tourne sur lui-même, ça ne va pas faire grand-chose de plus. Tourner suivant z, tourner suivant y ou tourner suivant x, ça ne va pas apporter plus de degrés de liberté. Donc on se rend bien compte que pour un gaz parfait monoatomique, on a donc 3 degrés de liberté. Et comme on a 3 degrés de liberté, ça implique que U vaut 3 fois 1,5 de RT. Alors U molaire, hein, parce que c'est par mol. Donc 3 fois 1,5 de RT, ou alors on pourra multiplier par le nombre de moles si on veut, donc 3,5 de RT. Mais l'enthalpie H, c'est égal à U plus P fois V. Donc c'est égal à 3,5 de RT. Et vu que c'est un gaz parfait, PV, ça fait plus nRT. Donc plus RT, parce qu'on est en train de parler pour une mole. Hein. Attention, c'est pour une mole. Tout ce que je suis en train de raconter. Donc ça nous fait donc 5,5 de RT. Conclusion. Gamma, ou plutôt, je vais le mettre ici, CP et CV, CV on l'aura ici, CV, c'est égal à la dérivée de U par rapport à la température. Ça nous fera 3,5 de R. CP, ça fera D de H sur DT, soit 5,5 de R. Conclusion, gamma, qui est égal à CP sur CV, ça vous fera 5 tiers. Donc ça sera un chiffre à retenir. Gamma vaut 5 tiers lorsque vous avez un gaz parfait monoatomique. On va recommencer, mais cette fois-ci pour un gaz parfait diatomique. Alors un gaz parfait diatomique, est-ce qu'on a des exemples de gaz parfait diatomique? Bien sûr, le dihydrogène, le dioxygène, le diazote, etc. Il y en a pas mal. Donc voici quelques exemples. Alors on va regarder un gaz parfait diatomique, par exemple le dioxygène. Quels sont les degrés de liberté qu'il va avoir? Première chose qu'il puisse faire, c'est se déplacer suivant x. Il peut se déplacer suivant y et il peut se déplacer donc suivant z. Donc déjà ça fait 3 degrés de liberté
correspondant à la translation. Deuxième chose, ce qu'il pourrait faire, c'est, donc c'est quelque chose comme ça, il peut tourner comme ça. Donc il peut faire une rotation autour de l'axe Z. Ça fait un degré de liberté supplémentaire. Ensuite, il peut tourner comme ça. On peut faire une rotation autour de l'axe Y. Et puis s'il tourne autour de l'axe X, mais on voit bien que ça ne change pas grand-chose. Donc tourner autour de l'axe X, ça ne va rien avantager. Donc pour un gaz parfait diatomique, on a donc 5 degrés de liberté. Mais si on a 5 degrés de liberté, ça veut dire que U vaut 5 fois 1 demi de RT, soit 5 demi de RT. On aura H qui est égal à U plus P fois V, avec PV qui vaut nRT, ça fera 5 demi de RT, plus donc 2 sur 2 fois RT, soit 7 demi de RT. Conclusion, on aura CV qui sera égal à 5 demi de R, on aura CP qui sera égal à 7 demi de R, et donc pour un gaz parfait diatomique, on aura gamma qui est égal à CP sur CV, ça fera donc 7 cinquièmes. Encore une valeur à retenir. Gaz parfait diatomique, 7 cinquièmes, gaz parfait monoatomique, 5 tiers. Pour un gaz parfait polyatomique, vous avez quoi? C'est quoi comme gaz parfait polyatomique? H2O, c'est un gaz parfait polyatomique, ou il y en a plein d'autres, hein, je sais pas moi, CH3, COOH, c'est un gaz parfait, on pourrait dire que c'est un gaz parfait polyatomique. Et la molécule d'eau, tiens, je vais la dessiner, et puis on va regarder le nombre de degrés de liberté qui va exister pour la molécule d'eau. Alors de la même façon, on peut se déplacer suivant X, suivant Y et suivant Z. Mais la molécule d'eau peut avoir 1 degré de liberté supplémentaire. Parce qu'elle peut tourner suivant X, elle peut tourner, faire de la rotation suivant Y, et elle peut aussi faire de la rotation suivant Z. Conclusion, on va avoir 6 degrés de liberté. Si on a 6 degrés de liberté, c'est reparti, U qui vaut 6 fois 1 demi de RT, ça fait donc 6 demi, soit 3 RT. H, si vous faites vite fait le calcul, c'est U plus P fois V, soit 3 RT plus RT, ça nous fait donc 4 RT. 4 RT, ça fait que CP vaut 4R, CV vaut 3R, et gamma vaut CP sur CV, soit 4 tiers. Donc pour un gaz parfait polyatomique, vous avez donc gamma qui vaut 4 tiers. Il y a une petite remarque en dessous. Donc maintenant qu'on a l'essentiel, c'est que pour la remarque est la suivante. Pour les gaz parfaits monoatomiques, tout va bien. Mais pour les gaz parfaits diatomiques et polyatomiques, on n'a pas tout compté, tous les degrés de liberté. Pourquoi? Parce que la molécule d'eau, ce qu'elle pourrait faire, c'est ça. Faire un peu de vibration, et on voit c'est une autre façon de stocker de l'énergie. La molécule d'eau, ici, elle peut se déformer, les liaisons, ça peut vibrer, comme ceci, ça peut faire du cisaillement, ça peut se déformer. Et comme ça peut se déformer, on peut stocker encore davantage d'énergie là-dedans. Tandis qu'un gaz parfait monoatomique, si c'est un point, il ne peut pas se déformer. Conclusion, c'est la remarque qu'il y a juste en dessous, ou les remarques. Premier point. Pour un gaz parfait monoatomique, la théorie qu'on vient de voir juste au-dessus fonctionne très bien. Maintenant, deuxième point, pour un gaz parfait, que ça soit polyatomique ou diatomique, en réalité, les vraies valeurs de CP et de CV sont légèrement supérieures aux valeurs théoriques qu'on a obtenues ici.
Donc ça veut dire que la vraie capacité calorifique du dioxygène gazeux, son CV ne vaut pas exactement 5,5 de R. C'est légèrement supérieur. Et puis pareil pour CP, ça ne fait pas 7,5 de R, c'est légèrement supérieur. Donc CP réel et CV réel, les vraies valeurs, sont légèrement supérieures. Alors là j'ai mis strictement supérieur, mais légèrement supérieur aux valeurs de CP et CV, donc théoriques. Et pour un gaz parfait polyatomique, c'est encore pire, parce que vu qu'on a plus de déformations qui sont susceptibles de se faire, la vraie valeur de CV et la vraie valeur de CP sont un peu supérieures à CV et CP qui sont notés ici. Alors c'est pas flagrant non plus, hein, ça double pas, hein, c'est un tout petit peu. Donc on pourra considérer, nous, pour nos exercices, qu'on aura une égalité parfaite. Grand 5, petit 1, équation de Laplace. On va voir tout de suite à quoi ça correspond, cette équation de Laplace, et dans quel cas on peut l'utiliser. Première chose, il y a quelques conditions à connaître. Il faut, dans le cas d'un gaz parfait, ça c'est la première chose évidemment à vérifier, dans le cas d'un gaz parfait où vous avez une transformation adiabatique, réversible ou quasi statique on va dire, avec gamma qui est égal à une constante, à partir de tout ça, on peut démontrer, alors ça se démontre à la formule, ça c'est faisable, on peut démontrer que PV puissance gamma est égal à une constante. Ça, je vous conseille de bien l'apprendre par cœur, cette formule-là, PV puissance gamma égale constante, parce qu'elle va revenir très très souvent. On remarque que le jeu de variables qui est utilisé ici, c'est pression-volume. Et on va faire la chose suivante, parce qu'il y a trois équations de Laplace, une avec pression-volume, qui est ici, une avec pression-température, et une pour terminer avec température-volume. Vous en apprenez une, et on va retrouver les autres. Premier autre jeu de variables, on va faire comme dans l'ordre du polycopier, on va essayer les jeux de variables pression-température. Nous, on a PV puissance gamma qui est égal à une constante. La pression doit rester. Le volume doit se transformer en température. Vous connaissez la relation PV égale nRT. Comme PV égale nRT, ça veut dire que V vaut nRT sur P. Dans ce cas-là, le PV puissance gamma, on va pouvoir le transformer. PV puissance gamma qui est égal à une constante, on va pouvoir écrire P fois nRT sur P puissance gamma égale constante. Ensuite, P puissance 1 moins gamma, T puissance gamma égale la constante divisée par NR puissance gamma. Et ce truc-là, on voit tout de suite que c'est une constante. NR, constante sur NR. Donc, tout ça, on va l'appeler, par exemple, constante numéro 2, ou constante, d'accord, comme vous voulez. Et donc, on a une nouvelle relation avec un nouveau jeu de variables qui est P puissance 1 moins gamma, T puissance gamma égale constante. De la même façon, on va reproduire le même schéma pour le jeu de variables température, volume. Cette fois-ci, le volume, on le garde, on change que la pression P, et la pression P, on voudrait le transformer en T. Donc on a PV puissance gamma égale constante. Le P, on le change, P, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour P? Que c'est nRT sur V. Conclusion, ça fait T fois V puissance gamma moins 1. Égale une nouvelle constante. Attention, cette constante qui est ici n'est pas la même que celle-là. Cette constante qui est ici a été divisée, ou plutôt celle-ci divisée par NR, donne celle-ci. Donc T fois V puissance gamma moins 1 est égal à une constante. Voilà les trois relations de Laplace. Vous en connaissez une, vous retrouvez les deux autres. Apprenez celle-ci, elle est très pratique. L'idée dans ce petit 2 est de déterminer le travail
pour une transformation adiabatique quasi-statique d'un gaz parfait. D'accord? De l'état 1 jusqu'à un état 2 correspondant aux pressions P1, V1, T1 et P2, V2, V2, comme écrit sur le polycopier. Alors, on voudrait déterminer le travail. Pour déterminer le travail, on pourrait commencer comme ceci. Le travail, c'est quoi? C'est moins PE fois dV. Or, on sait que le travail, ici, plutôt la transformation, est quasi statique. D'accord? C'est peut-être pas rajouté, ou alors vous le rajoutez ici. La transformation est quasi statique ou réversible, donc PE égale P. On se retrouve avec un travail qui vaut moins PdV. Et nous, on voudra déterminer donc le travail, justement, correspondant à une transformation adiabatique quasi-statique d'un gaz parfait. Alors on se dit, tiens, on pourrait peut-être transformer le P qui est ici, et l'exprimer en fonction de V. Alors on pourrait se dire, tiens, on pourrait mettre moins nRT sur V dV. Oui, mais si on connaît les volumes, par exemple, ça serait pas mal. Mais la température, elle change. On n'a pas dit que c'était isotherme, on a dit que c'était adiabatique. Donc, transformer avec nRT sur V, ça ne va pas être extraordinaire. Ce qu'on pourrait faire, par contre, l'idée, comme on sait que PV puissance gamma est égal à une constante, eh bien, on pourrait écrire, par exemple ici, moins la constante divisé par V puissance gamma. En plus, cette constante, on ne la connaît pas. Remarque, on pourrait peut-être la déterminer. Comme PV puissance gamma est égal à une constante, c'est égal à P2 V2 puissance gamma, et c'est aussi égal à P1 V1 puissance gamma. Donc on pourrait réécrire ça. Ça ferait moins, par exemple, P1 V1 puissance gamma sur V puissance gamma dV. Ensuite, on voudrait le travail. De 1 jusqu'à 2 correspond à la somme de tous les petits travaux de l'état 1 jusqu'à l'état 2, soit intégrale de moins P1 V1 puissance gamma sur V puissance gamma dV pour V variant de V1 jusqu'à V2. Ensuite, il faudra trouver la primitive de 1 sur V puissance gamma. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu galère. D'accord? Dans le cas de cette transformation-là, moi, je vous déconseille, c'est bon, hein, vous pouvez très bien continuer et puis arriver jusqu'au beau résultat si on continue la primitive. Mais en fait, pour calculer le travail lors d'une transformation adiabatique quasi-statique d'un gaz parfait, en fait, il y a plus rapide. Parce qu'on peut utiliser le premier principe. du, c'est égal à delta Q plus delta W. Delta Q, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est adiabatique. Or, on sait que c'est un gaz parfait. Et là, ça c'est capital. du vaut CV dt, soit nr sur gamma moins 1 fois dt. Conclusion, delta W est égal à du parce que delta Q vaut 0 et vaut nr sur gamma moins 1 fois dt. Et si vous voulez le travail de 1 jusqu'à 2, il faut bien faire la somme de tous les petits travaux de 1 jusqu'à 2, soit l'intégrale pour t variant de t1 jusqu'à t2 de nr sur gamma moins 1 fois dt. Et là, il y a juste la différence de température parce que nr sur gamma moins 1, c'est une constante. T2 moins T1. Donc beaucoup plus rapide ici pour calculer le travail dans le cas d'une transformation adiabatique quasi-statique d'un gaz parfait que d'utiliser PV puissance gamma pour déterminer ce travail. Donc on va construire maintenant ce qui s'appelle le diagramme de Clapeyron. Le diagramme de Clapeyron, c'est représenter la pression en fonction du volume. Alors il y a d'autres styles de diagramme, mais celui-ci, il va revenir tout le temps dans chaque exercice et à chaque début d'exercice. Bon, regardons ce qui se passe pour différentes transformations. On vous propose des transformations OA, OB, OC, OD, OE, F, G, H, et tous les styles de transformation qu'on va pouvoir rencontrer. En fait, elles vont se retrouver sur ce diagramme. On va supposer que le point O est à la température T0. Hein. On va dire une température moyenne. La première chose à faire, on va essayer de déterminer comment
sont les lignes d'isotherme. De toute façon, les lignes d'isochore, on les a facilement. Là, on a une isochore, isochore, isochore. Isochore, c'est-à-dire volume constant. Isobar, c'est des horizontales, parce qu'on a la même pression. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à déterminer les isothermes. Alors, on pourrait utiliser la relation PV égale nRT. Quand on fait PV égale nRT, et si on dit que c'est une isotherme, ça, c'est égal à une constante. Donc, ça fait P égale une constante divisée par V. Ça fait un peu la fonction f de x est égale à une constante divisée par x. Donc, les isothermes, ça sera des fonctions en 1 sur x. Plus la constante sera élevée, eh bien, plus la température est élevée, plus la constante sera élevée, plus la température est basse, plus la constante sera basse. Donc, on va pouvoir tracer en pointillé, je vais le faire comme ça ici. On va dire que ça c'est la ligne d'isotherme T0. Alors je vais prendre une température un peu plus haute, mettre en rouge. Donc ça c'est la ligne d'isotherme, on va mettre, je sais pas moi, T1, plus élevé. Par exemple un petit peu moins élevé en jaune, on aura la température T2. En vert, T3. Et pour terminer en bleu, là où c'est le plus froid, T4. Alors je peux traverser ici, parce que là j'ai pas mis le 0. Le 0 il est très très loin à gauche, donc c'est vraiment une portion que je viens de représenter. Donc il ne faut pas hésiter à traverser. En fait la vraie verticale elle est ici, et la fonction en 1 sur x ça monte très loin par là. Donc ça, ce sont les isothermes. Et puis à partir de là, à partir de ces isothermes, alors on peut peut-être écrire quand même que T4 est donc plus petit que T3, qui est plus petit que T0, plus petit que T2, et plus élevé, on a dit que c'était T1. Voilà. Il faut le marquer dans votre tête, ce diagramme. Alors, OA, on va prendre le premier terme, on va faire une compression isotherme. Et on va le mettre en noir. Bon, j'ai pas de noir, c'est pas grave, je vais prendre du blanc. OA, compression isotherme. Ça veut dire quoi, compression? Compression, ça veut dire j'augmente la pression. Je vais partir du point O, je dois aller jusqu'au point A. Je dois augmenter la pression de façon isotherme. Donc si c'est de façon isotherme, je suis obligé de rester sur la ligne blanche. Et si je veux augmenter la pression, je suis obligé de partir jusqu'ici. Donc OA, ça vous fait ça. Maintenant, si vous voulez faire une détente isotherme, une détente, c'est augmenter le volume. De façon isotherme. Si vous faites de façon isotherme, vous êtes obligé de partir ici pour arriver là. Et là, vous avez votre point B. Maintenant, OC, compression adiabatique. On va le laisser de côté ça, compression adiabatique et détente adiabatique. On ne va pas faire le C et le D, on va faire OE d'abord. OE, un refroidissement isochore, volume constant. Volume constant, vertical. Refroidissement, faut aller vers le bas parce que les températures froides elles sont ici. Donc un refroidissement isochore, donc c'est OE. Et puis OF, c'est un échauffement isochore, donc toujours isochore, donc vertical. Échauffement, on augmente la température. Allez, le G. Le G, c'est en bleu. Échauffement isobar. Isobar, même pression. Donc ça sera une horizontale. Et le premier, c'est un échauffement. Donc si c'est un échauffement, on part par là. OG, échauffement isobar. Et pour terminer, je crois que c'est ça, un refroidissement isobar, OH. Donc on va suivre des lignes comme ça. Ça va représenter nos différentes transformations. Et puis il nous reste un petit dernier à faire, c'est la compression adiabatique et la détente adiabatique. Parce que là on a fait toutes les possibilités, pas vraiment, parce qu'il nous reste la compression adiabatique. Quand on a une compression adiabatique,
compression adiabatique d'un gaz parfait gamma constant, eh bien on a la relation PV puissance gamma égale constante. Et si on a la relation PV puissance gamma égale constante, ça fait que P est égal à une constante divisée par V puissance gamma. Donc ça vous fait une fonction f de x qui vaut une constante sur x puissance gamma, avec un gamma qui vaut 1,4, 1,7. À chaque fois, le gamma il est plus grand que 1. Ça fait 5 tiers, 7 cinquièmes, 4 tiers. Donc votre gamma il est plus grand que 1. Donc si votre gamma il est plus grand que 1, ça fait une fonction genre x carré ou x puissance 1,5. En tout cas, la pente elle sera plus forte que celle-ci. Donc, sachant que celle-ci, la ligne pointillée blanche qui était là, c'était une fonction en 1 sur x, là on a une fonction en 1 sur x puissance gamma, donc quelque chose de plus raide. Donc qui va monter plus vite, mais qui va aussi descendre plus vite. Donc si on veut faire le OC, c'est une compression adiabatique. On part du point O, on doit monter, parce qu'on doit monter en pression évidemment, de façon adiabatique, donc il ne faut pas suivre l'isotherme. De façon adiabatique, on va monter plus vite. Mais de la même façon, si vous suivez le même raisonnement, on descendra plus vite ici. Alors normalement c'est aligné. Hein. Voilà, on va essayer de faire les choses bien. Voilà, jusqu'au point qui est ici. Et puis ici, ce sera le point D. Donc une compression adiabatique, une détente adiabatique réversible d'un gaz parfait. Tout est réversible ici. Hein. Toutes les transformations que je viens de faire sont réversibles. Pourquoi? Parce que sachant que j'ai tracé une ligne entre les différents points, eh bien, chaque ligne est composée de quoi? D'une multitude de points à l'intérieur. Et comme c'est une multitude de points, c'est une succession d'états d'équilibre, donc c'est quasi statique. Si c'était irréversible, on pourrait placer le point de départ, on pourrait placer le point d'arrivée, mais on ne pourrait pas écrire la ligne entre les deux. Voilà, donc c'était un petit détail que je voulais rajouter. Donc il faudra bien s'en souvenir et de toute façon à chaque exercice, on recommencera ce genre de dessin. Donc voilà pour le chapitre 5. Merci.